Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais être assez simple, peut-être d'abord, comme tout le monde, mais avec force, conviction et beaucoup d'amitié, saluer Sabrina et son travail. Également celui de Yann Verling. Ce que des personnes comme elle, et certainement aussi comme vous tous, que je n'ai pas la chance de connaître, font, est essentiel pour nous tous et pour le meilleur de notre civilisation. Je pense qu'effectivement, c'est un travail qui dépasse les clivages politiques, économiques. C'est un enjeu fondamental. Et il est tout à fait nécessaire que nous soyons de plus en plus mobilisés, actifs et visibles sur cette question. Je ne vais pas vous parler des grands singes parce qu'il y a d'éminents experts dans la salle, mais en vous écoutant, monsieur le sénateur, je pensais à cette phrase que je ne saurais citer exactement de Lévi-Strauss, mais qui a eu un rôle très important dans ma conscience personnelle de l'importance de ce sujet. Cette phrase, en substance, disait qu'il ne comprenait pas, Lévi-Strauss ne comprenait pas la frontière qui s'était créée entre l'être humain et l'être animal, et qui s'était développée au fur et à mesure des siècles. Et en installant cette frontière, l'être humain avait fait courir le risque qu'il y ait même des frontières qui s'installent entre êtres humains. Cette pensée de Lévi-Strauss me semble vraiment être nécessaire pour comprendre l'importance de ce sur quoi nous travaillons. Et comme cela a été déjà dit, c'est bien en réfléchissant à la sauvegarde de l'espèce animale ou des espèces animales, c'est bien aussi réfléchir à notre propre sauvegarde. Il y a effectivement quelques mois, avec Yann, et je pense que c'était Yann au début qui a eu cette idée, et puis avec l'expertise de Sabrina, et puis avec d'autres, nous avons lancé un appel pour éveiller l'attention de tous sur la protection des grands singes. Et depuis, j'ai vu qu'il y avait une certaine sensibilisation, mais la question surtout, c'est comment on passe à l'étape supérieure. Comment on réussit à vraiment poser les décisions qui permettraient de garantir la sauvegarde totale des grands singes. Alors je pense qu'il y a plusieurs voies. C'est ça que je voudrais évoquer avec vous rapidement en introduction de ce colloque. Il y a une voie évidente quand on est ici au Sénat avec vous, monsieur le sénateur, c'est la voie politique, la voie législative. Elle me semble très pertinente. D'abord parce qu'on voit depuis quelques années qu'il y a des tentatives dans cette logique-là. Et notamment dans les pays dits de common law, par opposition à notre droit à nous, qui est un droit qu'on appelle aussi le droit continental, le droit écrit. Dans les pays de common law, notamment aux États-Unis, il y a eu plusieurs fois des volontés, via des décisions de jurisprudence, de faire profiter les grands singes de l'habeas corpus, c'est-à-dire d'une protection absolue au nom du droit qu'ils auraient à avoir, à être libres, au fond, à être libres, tout simplement, et donc à être protégés dans leur liberté. Alors ces tentatives, notamment aux États-Unis, n'ont pas pleinement abouti, ça dépendait des échelons et des instances, mais il y a une tentative qui a totalement abouti, c'est en Argentine, pour la protection d'un orang-outan, ou d'une orang-outan, je crois, qui a pu bénéficier de l'habeas corpus.
en France, il faut développer une logique différente. Et du coup, s'ouvre un débat juridique très compliqué, comme vous l'avez souligné, sur le statut qu'on pourrait donner à nos cousins. Est-ce qu'on doit parler de personnes non humaines? Est-ce qu'on doit trouver un espèce de statut intermédiaire entre l'objet et la personne humaine? Ce qui compte, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai des désirs, mais je ne les exprimerai pas clairement. Mais ce qui compte, c'est que le débat soit engagé. Et qu'il soit, à mes yeux, engagé, là encore, pas simplement dans une logique politique, même si je mets un P majuscule de grande politique, et encore moins dans une logique partisane, mais vraiment sur le plan juridique, et que les plus grands experts du droit, nous avons des grands experts du droit animalier en France, mais je souhaiterais, mon vœu le plus cher, c'est que le débat aille au-delà de ces experts du droit animalier. Il faut que ça se fasse avec eux, mais au-delà d'eux, pour que progressivement on puisse faire comprendre au public en général, aux politiques en particulier, qu'il y a là quelque chose qui est mûr, en fait, qui peut être vraiment saisi, parce que nous ne sommes pas loin d'aboutir à une doctrine qui tiendrait la route. Donc la question juridique me semble être une question tout à fait importante. Puis il y a une autre question que je connais encore mieux, qui est évidemment la question économique. Est-ce que les chefs d'entreprise qui pourraient être concernés par ce sujet sont prêts ou pas à s'engager? Je vais être très sincère, très honnête avec vous. Je suis un peu un cas à part dans le milieu patronal. Mais je vais aussi, j'espère, vous donner un peu d'espoir. Je suis regardée de manière un peu moins étrange aujourd'hui sur cette question qu'il y a une dizaine d'années. Quand j'étais présidente du MEDEF, à la première université d'été du MEDEF que j'avais organisée, j'avais fait venir des philosophes spécialistes de la question animale. Là, on m'avait trouvé vraiment bizarre. Aujourd'hui, alors que je continue à parler de cela, et de manière peut-être même encore plus engagée, plus nettement visible, parce que je suis un peu débarrassée de la marque MEDEF, on me regarde d'une manière beaucoup moins étrange. Et en gros, ce qui se dit chez les dirigeants d'entreprises qui peuvent être concernés par le sujet, c'est la question est moins vive, moins brûlante que n'est la question de la lutte contre le changement climatique, mais la question va venir. Elle va se poser à nous, grandes entreprises, également. Et donc, c'est un pas considérable. Peut-être que certains d'entre vous vont dire « Ah là là, mais c'est vraiment très insuffisant ». Une partie de moi les comprend. Mais je voudrais aussi vous faire comprendre que les choses bougent. Alors, pourquoi bougent-elles? C'est important aussi d'avoir cet éclairage. Il y a deux raisons très simples. La première, c'est que ce sont les actionnaires des grandes entreprises qui sont en train d'avoir des exigences sur cette question. Les actionnaires des grandes entreprises, ce sont notamment les fonds de pension américains. Les fonds de pension américains ont déjà, il y a quelques années, tiré la sonnette d'alarme sur les questions environnementales. D'où le développement vraiment très exigeant des critères, en français on dirait de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, en anglais on dit ESG, et ces critères sont de plus en plus précis, mais surtout ils sont de plus en plus surveillés. Non seulement partout, dans la plupart des démocraties occidentales, les entreprises cotées doivent rendre des rapports précis, chiffrés, avec des indicateurs sur ce qu'ils font sur les sujets environnementaux, mais en plus, vraiment, des instituts financiers spécialisés contrôlent, vérifient, exigent. Alors, ce qu'on voit, par contre,
et c'est là que vous tous, vous avez un rôle à jouer, ce qu'on voit, c'est que dans ces critères environnementaux, la question animale est très peu évoquée. Elle n'est pas totalement absente, soit sous l'angle global de la biodiversité, soit pour certains types d'entreprises, certaines entreprises notamment liées au secteur agroalimentaire, sous l'angle du bien-être animal, ou encore sous l'angle de l'expérimentation animale. Mais ces critères sont très light comparés à ceux qui sont désormais en place, suivis avec beaucoup de rigueur dans le domaine environnemental ou de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ma recommandation est de travailler avec les agences de notation, les ONG, comme vous, mais comme d'autres aussi, qui regardent la nature des investissements financiers, qui regardent les entreprises dans lesquelles se font les investissements financiers, pour avoir sur les critères de la question animale et notamment sur le critère de la protection des grands singes, les indicateurs qui seront ensuite suivis par les investisseurs financiers. Je pense que si nous travaillons à la fois sous l'angle politique et donc juridique, avec un débat, je n'hésite pas à dire, de doctrine, pour que les choses puissent être conceptualisées, je dirais même intellectualisées, et du coup acceptées plus facilement. Et d'autre part, sous l'angle financier, pour que les investisseurs commencent à regarder ces critères, alors je pense que nous pourrons vraiment faire avancer sérieusement le sujet de la question animale en général, mais en tout premier de celui des grands singes. Parce que, évidemment, sur la question des grands singes, l'avantage est que c'est là qu'on comprend, quand on n'est pas sensible à la cause comme nous le sommes tous ici, c'est là qu'on comprend le mieux la proximité, l'évidence qui s'impose de protéger la vie et la liberté de ces personnes. Et un dernier sujet que je voudrais juste dire d'un mot, qui est le fruit là, d'expériences et de conversations très personnelles, c'est que j'ai vu ces dernières années, et singulièrement depuis je sais pas, une vingtaine de mois, moi j'ai vu le progrès qui a été fait sur la cause animale. Et finalement, l'amendement qui a été voté subrepticement en 2015 a contribué à faire changer les choses. Et plus personne n'ose mettre en cause le fait que l'animal est un être sensible. On comprend qu'il souffre, on comprend qu'il peut éprouver du plaisir. En revanche, l'autre pas qu'il convient de faire, c'est faire comprendre qu'ils ont aussi une conscience. Parce que ce qui est mis en doute aujourd'hui, ce n'est plus leur sensibilité, mais c'est l'existence qu'il peut y avoir une conscience chez l'animal. Et je ne sais pas si vous avez vu le rapport de l'INRA qui a été rendu public en 2017, qui est une synthèse de toutes les études faites sur ce sujet. Et on voit que l'INRA fait un pas en avant considérable en disant que la synthèse des études faites jusqu'à présent sur différentes espèces tente à prouver qu'il y a effectivement des proximités de conscience par rapport à la conscience humaine. 2017, c'est tout neuf. Donc cette question-là, celle de la conscience, est à mon avis là où il faut orienter les recherches, orienter les démonstrations pour que ce que nous comprenons spontanément, comme Lévi-Strauss quand il disait qu'il ne comprenait pas qu'il y avait une frontière, puisse être mieux partagé par le plus grand nombre. Merci.